Chérub, tome 1, chapitre 9. Trou noir. James jeta un regard circulaire à la pièce. Plus claire que sa cellule du centre au Nebraska, elle ressemblait à celle où il avait séjourné, quelques années plus tôt, en compagnie de sa mère et de sa sœur, lors d'un séjour à Disney World en Floride. Il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. C'était une chambre individuelle équipée d'une télé, d'une bouilloire électrique et d'un réfrigérateur. Il se souvenait que Jennifer Mitchum, la psychologue, l'avait convoqué dans son bureau, à son retour de poste de police, puis plus rien, le trou noir. Il jeta un coup d'œil sous la couette et réalisa qu'il était nu. Il s'assit au bord du lit et regarda par la fenêtre. La chambre, située à un étage élevé, dominait une piste d'athlétisme où des enfants de son âge, chaussés de baskets à pointe, pratiquaient des étirements plus loin. D'autres pensionnaires assistaient à une leçon de tennis sur un court en terre battue. À l'évidence, s'il se trouvait dans un orphelinat, c'était un établissement infiniment plus luxueux que le trou à rats où il avait passé ses derniers jours. Des vêtements étaient posés sur le carrelage. Des chaussettes et un caleçon blanc. Un t-shirt orange impeccablement repassé. Un pantalon de treillis kaki et une paire de Rangers. Il se pencha pour examiner ces dernières. Elles sentaient le cuir. Les semelles étaient noires et brillantes. Elles étaient neuves. Aux yeux de James, l'aspect militaire de la tenue était inquiétant. Il se demandait s'il ne trouvait pas dans un centre de redressement destiné aux jeunes délinquants récidivistes. Il enfila les sous-vêtements et étudia le logo imprimé sur le t-shirt. Un bébé ailé assis sur un globe où l'on devinait les contours de l'Europe et du continent américain. Au-dessous figurait l'inscription Chérub. Ce mot n'éveillait rien dans son esprit. Il quitta la chambre et s'aventura dans un couloir arpenté par des pensionnaires vêtus de la même tenue. Leur t-shirt, frappé du logo Chérub, était noir ou gris. Il s'adressa à un jeune homme qui marchait dans sa direction. Où est-ce que je suis demanda-t-il. Je n'ai pas le droit de parler aux oranges, dit le garçon sans ralentir le pas. James aperçut deux jeunes filles au bout du couloir. Salut, dit-il. Je viens d'arriver, je ne sais pas ce que je suis censé faire. Je n'ai pas le droit de parler aux oranges, répliqua l'une d'elles. Sa camarade lui adressa un sourire. Je n'ai pas le droit de parler aux oranges, dit-elle à son tour. Sur ces mots, elle désigna un ascenseur, puis tendit l'index vers le bas. J'ai compris, lâcha James. D'autres garçons et filles se trouvaient dans l'ascenseur, accompagnés d'un adulte portant la tenue réglementaire et un t-shirt blanc. Pouvez-vous me dire où? Je n'ai pas le droit de parler aux oranges, dit l'homme en pointant un doigt vers le sol. Jusqu'alors, James avait cru qu'il s'agissait d'un rituel d'initiation réservé aux nouveaux venus, mais il n'imaginait pas qu'un adulte puisse participer à un tel canular. Soudain, il comprit que son geste signifiait qu'il devait se rendre au rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent sur un vaste hall de réception. Derrière les baies vitrées, il aperçut au centre d'une pelouse une fontaine d'où s'élevait un jet d'eau. Une sculpture représentant un globe terrestre surmonté d'un bébé ailé, semblable au logo figurant sur son t-shirt. Il s'approcha du guichet d'accueil où se tenait une femme d'âge mûr. Ah, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous n'avez pas le droit de parler aux oranges, je veux juste savoir où. Il ne put achever sa phrase. Bonjour, James. Le docteur McAfferty t'attend dans son bureau. Sans ajouter un mot, elle le guida vers un couloir et frappa à une double porte. Entrez fit une voix qui trahissait un léger accent écossais. James pénétra dans une pièce dont les murs, à l'exception de deux hautes fenêtres et d'une cheminée, étaient entièrement recouverts de livres reliés de cuir. Un homme, au crâne dégarni, grand et mince, d'une soixantaine d'années, se leva de son bureau pour lui serrer la main avec énergie. Bienvenue au campus de Cherub, James. Je suis le docteur McAfferty, directeur de cet établissement. Mais le monde m'appelle Mac. Assieds-toi, s'il te plaît. James tira l'une des chaises placées devant le bureau. Non, pas ici. Asseyons-nous près de la cheminée. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ils s'installèrent dans un profond fauteuil de cuir. James ne s'attendait pas à un tel traitement. Il se demandait si son hôte n'allait pas poser une couverture sur ses genoux et lui servir une tasse de thé.
Je sais que ça peut paraître dingue, mais je vous avoue que je n'ai pas la moindre idée de la façon dont je suis arrivé ici. Max sourit. La personne qui t'a conduit jusqu'à nous t'a administré une piqûre sédative pour t'aider à dormir. C'était plutôt agréable, non? Je suppose que tu ne ressens aucun effet secondaire. James haussa les épaules. Je me sens reposé, mais pourquoi m'avez-vous drogué? Laisse-moi d'abord t'expliquer ce qu'est Chérub. Ensuite, tu pourras me poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit. Comme vous voudrez. Alors, quelles sont tes premières impressions? On dirait que certains établissements reçoivent plus de dons que d'autres, dit James. Cet endroit est génial. Le docteur McAferty éclata de rire. Je suis heureux que tu t'y plaises. Nous hébergeons 280 pensionnaires. Nous disposons, entre autres, de 4 piscines, 6 cours de tennis couverts, un terrain de football, un gymnase, un stand de tir. Nous avons notre propre établissement scolaire. Les classes ne comptent pas plus de 10 élèves. Chacun d'eux étudie au moins 2 langues étrangères. Nous avons davantage d'étudiants admis dans les grandes universités que les meilleures écoles privées du pays. Penses-tu que tu aimerais vivre ici? Ouais, c'est sympa, le parc et tout ça. Mais je suis un cancre. Racine carrée de 441? 21, répondit James après une demi-seconde de réflexion. Je connais des gens très brillants qui seraient incapables de répondre à cette question, dit Mac en souriant. Et j'avoue que j'en fais partie. Bon, c'est vrai, je suis fort en maths, admit James, embarrassé. Mais je suis nul dans toutes les autres disciplines. Et pourquoi, selon toi? Parce que tu es un idiot ou parce que tu ne travailles pas? Je m'ennuie en cours, et je finis toujours par faire des bêtises. Pour être admis par un de nous, chaque pensionnaire doit remplir 2 critères. Primo, il doit réussir l'examen d'entrée. Secondo, et j'admets que c'est plus inhabituel, il doit accepter de faire partie des services de renseignement britanniques. Qu'est-ce que vous dites? Demanda James, persuadé qu'il avait mal entendu. De devenir un agent secret, James. Cherub fait partie de l'intelligence service. Il n'y a que des enfants ici? C'est exact, car ils peuvent se charger de missions que les adultes seraient incapables de remplir. D'ailleurs, c'est ainsi qu'agissent de nombreux criminels. Prenons un exemple, si tu le veux bien. Un cambrioleur frappe à la porte d'une vieille dame, au beau milieu de la nuit. Bien entendu, elle se méfie. L'homme a beau supplier, prétendre qu'il a eu un accident, jurer qu'il est à l'agonie, elle appelle une ambulance, peut-être, mais elle ne le laisse pas entrer. Maintenant, imagine que la même vieille dame trouve un jeune garçon en pleurs sous le seuil de la porte. Madame, mon père a eu un accident, il ne bouge plus, s'il vous plaît, aidez-moi. Crois-moi, la femme ouvre la porte immédiatement. Le père du garçon peut alors bondir de sa cachette, assommer sa victime et dérober les économies cachées dans son matelas. Les gens ne se méfient pas des enfants. C'est pour cette raison que les criminels les emploient. Nous, à Cherub, nous les prenons à leur propre piège. Nous mettons en œuvre leurs propres techniques pour les jeter en prison. Pourquoi m'avoir choisi? Parce que tu es intelligent, en bonne condition physique, et que tu ne crains pas de te fourrer dans les pires situations. Vous êtes le premier à me féliciter de collectionner les conneries. Nous sommes à la recherche de jeunes gens ayant le goût du risque. Certaines de tes tendances pourraient te valoir la prison dans le monde normal. Ici, nous les considérons comme des qualités. Tout ça est plutôt tentant, mais c'est pas un peu dangereux? La plupart des missions comportent peu de risques. Cherub est en activité depuis plus de 50 ans. Au début de cette période, 4 de nos agents ont perdu la vie et quelques-uns ont été gravement blessés. Statistiquement, autant d'enfants ont trouvé la mort au cours d'accidents de la route dans les établissements scolaires d'une taille comparable. Mais, bien entendu, notre point de vue, c'est 4 de trop. Je suis directeur de ce service depuis 10 ans et je n'ai eu à déplorer qu'un vilain cas de malaria et une blessure par balle à la jambe. Tous les ordres de mission sont soumis à l'approbation d'un comité d'éthique. Nous ne confions jamais à un agent une tâche qui ne pourrait être effectuée par un adulte. Chaque agent est tenu informé de tous les détails de l'opération. Il a le droit de refuser, d'y prendre part et de se retirer à toute étape de son déroulement. Et qu'est-ce qui m'empêche de refuser votre proposition, de sortir d'ici et de parler à tout le monde de votre organisation? Max se raidit dans son fauteuil, visiblement mal à l'aise. On dit qu'un secret est fait pour être brisé, James, mais pourquoi ferais-tu ça? Ça ferait un article formidable. Sans doute. Maintenant, imagine que tu composes le numéro d'un quotidien national. Tu tombes sur la standardiste. Qu'est-ce que tu lui dis? Hmm, Il existe un service d'espionnage qui n'emploie que des enfants. J'ai visité leur centre. Très bien, et où est-ce qu'il se trouve? Je sais pas. Ah, je vois. C'est pour ça que j'ai été drogué, n'est-ce pas? Mac hocha la tête. Exactement, James. Question suivante.
la standardiste. Avez-vous ramené la moindre preuve? Eh bien, tu seras fouillé avant de partir, James. Alors je suppose que non. Connaissez-vous une personne ayant un lien avec cette organisation? Non. Possédez-vous le moindre indice? Non. Penses-tu que le journal publierait ton histoire, James? Non. Si tu parlais de tout ça à ton meilleur ami, penses-tu qu'il te croirait? C'est bon, j'ai compris. Je n'ai plus qu'à la boucler. Mark sourit. Parfaitement résumé, James. D'autres interrogations? Je me demande ce que signifie Cherub. Ah, excellente question. C'est le premier directeur du service qui a trouvé ce sigle. Il a aussitôt fait imprimer 6000 feuilles de papier en tête. Malheureusement, ses relations avec sa femme étaient pour le moins orageuses. Elle l'a abattu d'une balle de gros calibre au cours d'une dispute conjugale, avant qu'il ait pu dire à quiconque ce que signifiaient ses initiales. Tout ça se passait juste après la guerre. Il était hors de question de mettre tout ce matériel à la poubelle. Le sigle Cherub a donc été conservé. Si tu as une idée de ce que ça peut signifier, n'hésite pas à me tenir au courant. C'est un peu embarrassant dans certaines circonstances. Je sais pas si je dois vous croire, dit James. Tu as peut-être raison, mais pourquoi te mentirais-je? Peut-être que la signification réelle de ce sigle pourrait me fournir des indices concernant la localisation du campus. Peut-être contient-il le nom de quelqu'un ou de quelque chose d'important. Et tu essaies de me convaincre que tu ne ferais pas un bon agent. James ne put s'empêcher de sourire. Quoi qu'il en soit, James, tu peux passer l'examen d'entrée si tu le souhaites. Si tu réussis, je t'offrirai une place dans notre organisation. Tu retourneras alors au centre Nebraska et tu auras 2 jours pour prendre une décision définitive. L'examen comporte 5 épreuves et il durera tout le reste de la journée. Es-tu prêt? Oui, je crois.